Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 23h. Voici les titres de votre journal. Le Sahara 2017, c'est fini. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a présidé ce soir la cérémonie de clôture. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales a enregistré 300 000 visiteurs pendant une dizaine de jours. Nous sommes le 25 novembre 2017 et c'est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité lance 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes et des jeunes filles. Et puis l'Égypte est en deuil. Le pays pleure les 305 morts dans l'attentat survenu hier contre une mosquée dans le Nord Sinaï. Toutes les victimes de l'attaque, l'une des plus meurtrières dans l'histoire du pays, ont été inhumées ce samedi. Voilà pour les titres à suivre dans cette demi-heure d'information. À son Excellence, M. Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec consternation que j'ai appris la terrible nouvelle de l'attaque terroriste perpétrée au sein d'une mosquée à El Arish, dans le Nord Sinaï, ce vendredi 24 novembre, en pleine prière de vendredi, et qui a malheureusement fait des centaines de morts et plusieurs blessés, victimes innocentes d'une barbarie sans nom. Je condamne de la manière la plus absolue ce lâche attentat qu'aucune cause ne saurait justifier. En cette douloureuse circonstance, je voudrais exprimer à votre Excellence et au peuple égyptien tout entier ma profonde sympathie et vous prier de transmettre mes vœux de réconfort et de prompt rétablissement aux blessés, ainsi que mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées. En vous renouvelant ma sincère compassion, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. L'Égypte est donc en deuil. Le pays pleure les 305 morts, dont 27 enfants, dans l'attentat survenu hier contre une mosquée dans le Nord Sinaï. Toutes les victimes de l'attaque, l'une des plus meurtrières dans l'histoire récente du pays, ont été inhumées ce samedi, quelques heures après la promesse du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi de venger les martyrs. L'armée a procédé dans la nuit à des frappes aériennes dans la zone de l'attaque où les forces de sécurité combattent la branche égyptienne de l'État islamique. Ici en Côte d'Ivoire, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a présidé ce samedi la cérémonie de clôture du Sahara 2017. Plusieurs jours durant, l'événement aura réuni environ 300 000 visiteurs. Temps fort de cette 4e édition, la présentation de la 2e phase du PENIA, le Programme national d'investissement agricole. Les intentions d'investissement enregistrées à cette 4e édition du Sahara pour le PENIA 2 se chiffrent à plus de 1665 milliards de francs CFA, ce qui atteste du succès du Sahara 2017 selon Daniel Kablan-Duncan. Je vous propose d'écouter là un extrait de l'intervention du vice-président de la République ce samedi à la cérémonie de clôture du Sahara 2017. Avec la 4e édition du Sahara, le Sahara retrouve sa périodicité initiale de manifestation biennale. Il ne fait aucun doute que notre salon s'est bonifié au fil du temps. Et depuis sa reprise en 2015, après, comme rappelé tout à l'heure, les 2 premières éditions de 1997 et de 1999, le Sahara a acquis la dimension d'un grand événement agricole continental, voire international, qui s'inscrit parfaitement dans la dynamique d'un développement de tous les secteurs de l'économie nationale. Parlons à présent mécanisation de l'agriculture ivoirienne. Quel défi de la productivité et de la pénibilité? Quelles sont les actions entreprises par le gouvernement pour accompagner la modernisation des outils de production? Rendons-nous à présent dans les locaux de l'Institut de technologie tropicale et au centre de démonstration et de promotion des technologies. Notre guide s'appelle Lanciné Bakayoko. Commune de Port-Boué, la société ivoirienne de technologie tropicale IDT. Sa mission, accélérer le processus d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Le patron de la structure, l'enseignant Dosso, est bien au fait de ses missions. Quand nous prenons simplement le PND 2016-2020, la transformation est au cœur de cette stratégie et en son axe numéro 3. Donc ça voudrait dire en fait que le gouvernement est conscient de l'importance de la transformation de nos produits agricoles.
C'est pour ça d'ailleurs que nous accentuons les recherches. Nous continuons de mener des recherches sur les spéculations qui sont définies comme prioritaires par l'État de Côte d'Ivoire. Tout cela fait aujourd'hui de IDT un acteur incontournable du paysage agro-industriel national et régional. Pour la confection des équipements, tout commence ici au bureau d'études. Stéphane est l'architecte de service. Nous réalisons nos études en fonction de 2 canaux principaux. Le premier canal, c'est lorsque les clients nous sollicitent à travers la direction commerciale. Le deuxième canal, c'est lorsque nous organisons nous-mêmes des audits sur le terrain, notamment en zone rurale. Nous sommes dans l'atelier de fabrication des équipements agricoles, le cœur de l'entreprise. Ici, le chef, c'est lui. Nous sommes en train d'usiner une pièce de notre essoreur, une des machines de production ici à l'atelier. Et cette pièce est faite à partir des plans qui nous proviennent directement du bureau d'études sur ces 3 sections qui travaillent conjointement afin de sortir les équipements de production de IDT. Les techniciens ne chôment pas, ils sont à la tâche vers des objectifs communs. Aline occupe les fonctions de gestionnaire de stock. Électromécanicienne, elle n'hésite toutefois pas à revenir dans le chaudron en cas de besoin. Cette machine-là, elle aide les mamans à faire les semoules, que ce soit le petit grain, le moyen, le gros grain. Et sa capacité, c'est 250 kg par heure de semoule. Sur place, la ligne de fabrication d'Atiki fonctionne à plein régime avec un produit fini bien apprécié. La compagnie dispose également d'un savoir-faire dans le domaine des féculents humides, notamment l'igname, la banane plantain et la patate douce, qu'elle transforme en flocons et en farine pour la confection des pains de foutou. Une bonne nouvelle pour les riziculteurs. Cette batteuse fait 1 tonne à l'heure, 1 tonne de battage à l'heure, pour pouvoir répondre aux sollicitations des producteurs. Donc cette année, avec cette batteuse, nous pouvons vraiment relever le défi au niveau de la riziculture ici en Côte d'Ivoire. La société a mis en place aussi une technologie d'extraction d'huile de palme à l'échelle semi-industrielle. La capacité actuelle de traitement est de 500 kg de régime par heure. Mais dans les années à venir, l'on devrait voir une montée en puissance de cette technologie. Au niveau du cajou, des équipements modulaires sont au point. Nous avons travaillé sur un outil qu'on appelle Pince Calao, qui permet de connaître la qualité des noix. Dès que nous connaissons cette qualité, nous entrons dans un processus de transformation. Il y a des technologies pour lesquelles nous continuons toujours la recherche, notamment le décortiqueur, parce que dans la transformation de la noix de cajou, c'est l'étape essentielle de tout ce processus-là. Grâce à son laboratoire, tous les protocoles de fabrication des denrées alimentaires sont passés à l'éprouvette avant la vulgarisation. Tout producteur d'aliments propre pour la consommation humaine doit avoir en son sein un plan d'hygiène. Et il faut pouvoir le maîtriser pour que le produit qui sort à la fin, lorsqu'il sera consommé, ne puisse pas porter atteinte à la sécurité sanitaire du consommateur. Malgré ces performances, force est de reconnaître que la vétusté des machines-outils limite les capacités. Des investissements sont prévus pour améliorer les capacités de production, surtout dans un contexte de demande croissante. Nous avons mis en place un site très dynamique, à partir duquel les commandes sont enregistrées. Et aussitôt après, nous avons un service de veille qui, 24 heures sur 24, est donc connecté à ce site-là pour pouvoir recueillir et surtout répondre très rapidement aux sollicitations donc des populations. 673 000 tonnes, c'est la production annuelle ivoirienne de noix de cajou. Malheureusement, le taux de transformation de cette matière première reste faible, soit seulement 5%. Pour rattraper ce retard, le Centre de démonstration et de promotion de technologies CDT s'est donné 3 objectifs. La première mission, c'était de renforcer le tissu industriel de la Côte d'Ivoire par le transfert de technologies déjà éprouvées. La deuxième mission, c'est susciter et stimuler la création des petites et moyennes entreprises, surtout dans le secteur agro-industriel. La toute dernière des missions, c'est de promouvoir les résultats issus de notre centre de recherche qui est IDT. Au-delà de ces questions, le centre essaie de trouver des solutions aux problématiques majeures liées à la mécanisation. En son temps, on utilisait les dabas, les machettes. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez utiliser des machines telles que des semoirs, des laboureurs, des tracteurs, ainsi de suite. L'une des activités essentielles, c'est la valorisation des fruits.
Pratiquement tout type de fruits, nous pouvons les transformer. Ces technologies peuvent facilement faire la stérilisation même de ces fruits-là. Le centre développe aussi d'autres technologies qu'il entend vulgariser auprès des utilisateurs. Nous avons une ligne complète semi-automatique de transformation de noix de cajou brute en amande. Voilà, ça c'est un cuiseur, ça c'est une chaudière. Après avoir fait cuire les amandes, on les fait sécher, n'est-ce pas, et nous passons au décortiquage. D'énormes avancées qui ont besoin d'être soutenues pour enrichir la gamme des technologies à proposer aux porteurs de projets. C'était notre dossier signé donc Lanciné Bakayoko. Le 5e sommet Union africaine-Union européenne aura lieu ici à Abidjan du 29 au 30 novembre prochain. Le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kouakou, était en visite sur les chantiers routiers engagés. Il est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de bitumage, des voies d'accès et sur les différents sites devant abriter les assises. On reste avec Lanciné Bakayoko. Pour ce sommet UE-UA, le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire de Cocody, qui va abriter les assises, a presque fini sa toilette. Le gigantesque édifice est quasiment prêt. Quant aux différentes voies d'accès aux réceptifs, les travaux de bitumage, en fait de réhabilitation, sont dans leur phase finale. Il était bon que, sur l'instruction du Premier ministre, nous venons donc regarder pour que toutes les voies qui accèdent donc à cet hôtel soient vraiment praticables. Au niveau du boulevard de Marseille à Marcory, où logeront également certaines délégations, des couches de bitume ont aussi été posées sur les chaussées par endroits endommagés. Il s'agit de faciliter la circulation et d'embellir les sites. Pour le ministre Amédée Kouakou, une exigence de confort, mais surtout une question de prestige pour la Côte d'Ivoire. Partout où nos hôtes vont habiter, partout où ils vont passer, des travaux sont en train d'être entrepris pour que nos hôtes puissent circuler de façon aisée donc, sur ces voies. Plus de 5000 participants, dont 83 chefs d'État et de gouvernement, sont attendus à ce grand rendez-vous intercontinental d'Abidjan. Et ce 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. La Côte d'Ivoire accentue la lutte contre ces violences. Le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité et ses partenaires lancent une campagne nationale. 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes et des jeunes filles. Une marche a d'ailleurs été organisée pour sensibiliser les populations sur le mariage précoce. Astou Touré y a assisté pour nous. Plus de 600 femmes à la marche. Pancarte en main, slogan à l'appui, elles ont parcouru 4 km pour marquer le lancement de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Il s'agissait d'une marche sportive couronnée de fitness. C'est par le sport qu'on règle beaucoup de choses, et la cohésion sociale, et la santé, et tout ce que cela peut composer. Parce que non seulement ça nous aidera à aider nos sœurs de l'intérieur comme de l'extérieur, pour ne pas qu'elles soient obligées à faire des choses qu'elles ne veulent pas, afin de poursuivre la jeunesse normalement. Le thème retenu cette année au niveau national est « Mariage des enfants, agissons ensemble et maintenant pour y mettre fin ». Selon une enquête, plus de 12% de filles sont précocement en union avant l'âge de 15 ans et 36% des filles de 18 ans sont déjà mariées. Tandis que seulement 6% des hommes sont en union avant l'âge de 18 ans. Ces 16 jours d'activisme seront une occasion pour le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité de sensibiliser les populations en vue d'un changement de comportement. Le mariage des enfants aujourd'hui entraîne beaucoup de choses. Vous n'allez plus aller à l'école, c'est vrai. Mais n'oubliez pas que nos jeunes filles qui sont mariées dans ces circonstances-là finissent par être frustrées et sortent de là. Elles finissent par s'adonner au vieux métier de la vie. Elles finissent par être même des passeurs de drogue. Elles finissent même à donner leur vie au terrorisme. Autant de conséquences. Nous les femmes, vous les hommes qui nous supportez, on ne peut rester indifférent face à cela. C'est pour cela aujourd'hui, nous allons marcher en toute fraternité pour leur dire de façon très pacifique que nous ne voulons plus cela. À cette marche, il n'y avait pas que des femmes. Les hommes également étaient de la partie. C'est un combat qui nous concerne tous. On ne peut pas laisser uniquement les femmes s'occuper de ça. Nous sommes venus soutenir les femmes. Il s'agit pour nous de nous exprimer sur tout ce qui fragilise le devenir de nos enfants. Ça suffit.
Il faut donner la chance à nos filles, à nos petites filles. Il faut leur donner la chance de devenir des cadres de demain. Deux dates marquent respectivement le début et la fin de la campagne. Le 25 novembre, la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles. Et le 10 décembre, la journée internationale dédiée aux droits humains. La Commission nationale des droits de l'homme et l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme organisent à Abidjan un congrès. Un rendez-vous dont l'objectif est de mettre à la disposition des participants les outils qui leur permettront d'assurer l'effectivité des droits des personnes migrantes. Ahmed Traoré, Astou Touré. Le 6e congrès de l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme AFCNDH, qui se tient à Abidjan les 25 et 26 novembre, a pour objectif de doter les participants d'outils concrets afin d'assurer l'effectivité des droits des personnes migrantes. En marge du 6e congrès de l'Association des commissions nationales des pays francophones, au nombre de 36, nous allons réfléchir sur des solutions à l'effet de mieux protéger, n'est-ce pas, les droits des personnes migrantes. À l'issue de cette rencontre, des mécanismes seront proposés à nos différents gouvernements à l'effet de mieux protéger les droits des personnes migrantes. Ali Koulibaly, ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, représentant le Premier ministre, estime qu'il y a urgence à mettre fin au scandale de la crise migratoire qui déshonore la dignité de l'homme. Suite aux révélations qui ont été faites sur les trafics des êtres humains en Libye, c'est un véritable scandale et ce rendez-vous ne pouvait avoir qu'une tonalité particulière puisque ce sont des défenseurs des droits de l'homme. Leur vocation, c'est de faire en sorte que ce socle humaniste que nous confèrent les droits de l'homme soit renforcé. L'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme, AFCNDH, est un réseau des commissions nationales de l'espace francophone. Elle a été créée en mai 2002 avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Objectif, valoriser et renforcer le rôle des commissions nationales des droits de l'homme dans la protection et la promotion des droits humains. Et l'immigration clandestine est plus que jamais d'actualité avec son flot de morts et de disparus dans la Méditerranée. Et justement, plus de 30 migrants viennent de trouver la mort. 200 autres ont eu plus de chance. Ils ont été secourus ce samedi après le naufrage de 2 embarcations au large des côtes libyennes. Les gardes-côtes libyens ont mené 2 opérations de sauvetage à Tripoli. Les conditions climatiques de ces jours-ci semblent propices à l'envoi de migrants vers les côtes européennes à bord d'embarcations souvent vétustes qui très souvent, malheureusement, n'arrivent pas toujours à destination. Venons-en à présent à la plateforme d'échange entre les journalistes et les acteurs de la modernisation de l'administration. Elle est dénommée la matinale de la modernisation. Pour ce premier rendez-vous, le ministre Abinan Kwaku était l'invité. Il a défini les grands axes de son département qui se résument notamment à la célérité dans le traitement des dossiers, la transparence et l'équité. Le compte-rendu de Grace Kando. La Côte d'Ivoire, aspirant à l'émergence à l'horizon 2020, il nous faut donc soigner la qualité de notre administration publique, son image, sa crédibilité, son degré de performance et partant, la qualité des services qu'elle rend aux usagers. Ces propos du ministre de la Modernisation, de l'Administration et de l'Innovation du service public ont été tenus au cours du premier rendez-vous de la matinale de la modernisation. Une plateforme d'échange entre acteurs de la modernisation et journalistes. 4 mois après la création de ce ministère, le ministre Pascal Kwaku Abinan a dévoilé son plan d'action au titre de l'année 2017-2020. La mise en place d'un guichet unique de l'administration publique qui sera seule interface entre l'administration et l'usager. La simplification des organisations et des procédures et l'utilisation de nouveaux modes de gestion. Cela va participer à l'efficacité et à l'efficience de l'administration. Afin de garantir la bonne manière de servir, la fiabilité et la crédibilité de notre administration publique, il faut inculquer
la notion d'éthique et de déontologie dans l'administration publique ivoirienne. À travers tous ces chantiers, le ministère de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service public veut œuvrer à l'avènement d'une administration publique compétitive, attractive et qui place la satisfaction de l'usager au cœur de ses préoccupations. Vous allez le voir en image, les populations du district du Zanzan se sont retrouvées aujourd'hui à la place de la paix de Bouna pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara et surtout lui exprimer leur soutien pour sa politique de développement de la Côte d'Ivoire et pour les actions de paix. La cérémonie d'hommage s'est déroulée en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, qui a profité pour présenter les projets de développement de la Côte d'Ivoire, tout en appelant les populations au renforcement de la cohésion sociale. Une rencontre qui a vu la participation de plusieurs chefs traditionnels venus de différentes régions du pays. Je vous amène maintenant à Pomvogo, un village situé à quelques kilomètres de Korogo, où l'école primaire vient d'être dotée d'une cantine entièrement équipée. C'est une action de la fondation Children of Africa de Dominique Ouattara. La première dame a également offert plus de 300 kits scolaires aux élèves de la localité. Mahama Traoré, de retour de Pomvogo. Sur des notes de balafon, ces écoliers du village de Pomvogo, dans le département de Korogo, peuvent exulter. Leur école primaire vient d'être dotée d'une cantine, offerte et entièrement équipée par la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. La donatrice offre également au village 300 kits scolaires et des tonnes de vivres pour permettre à la cantine de fonctionner. Votre action ici à Pomvogo permettra d'améliorer les conditions de vie et le rendement scolaire des élèves tout en leur offrant un cadre propice à l'apprentissage. Merci infiniment pour cette preuve d'humanisme qu'elle a toujours démontré à travers le monde, qu'elle a toujours démontré à travers l'Afrique, qu'elle a toujours démontré en Côte d'Ivoire. Et là, je dirais, la preuve d'affection qu'elle a pour nous, particulièrement Pomvogo. Appuyer la scolarisation à Pomvogo, terre natale de Brahima Coulibaly, proche collaborateur de la première dame Dominique Ouattara. Voilà qui motive ce geste, selon Aïssatou Sissé, responsable de l'éducation à la fondation Children of Africa. Encourager nos enfants à aller à l'école, cette cantine va participer à maintenir les enfants à l'école, à les encourager. Merci aux enseignants. C'est vous qui allez assurer l'avenir de nos enfants. Après la cantine et les kits scolaires, le village de Pomvogo a soumis une autre doléance à la première dame Dominique Ouattara, celle de doter l'école primaire d'un second bâtiment de 3 classes. Vive tension dans le département de Katiola, des agents des eaux et forêts séquestrés, des bâtiments administratifs vandalisés et des véhicules de service détruits. Voilà le bilan du soulèvement des populations de Fronan contre l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves. Tous répartis du fait que certains individus occupent illicitement la réserve de faune et de flore du Haut-Bandama. On en sait plus avec Kader Sogodogo. Les locaux de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR vandalisés. Non loin de là, ceux de la Sodefort dans le même état. Un détour à la direction des eaux et forêts, le constat est identique. Voici le triste tableau du soulèvement de certains jeunes de la commune de Fronan contre les agents de l'OIPR basés à Katiola. Au centre de la discorde, la réserve de faune et de flore du Haut-Bandama. Depuis 2002, des clandestins ont infiltré cette forêt classée. Après une longue phase de sensibilisation débutée en 2014, certains individus ont du mal à se conformer à la réglementation. L'OIPR est allé en début de semaine là pour contrôle. Et à leur grande surprise, les jeunes, sans s'y attendre, les jeunes des Fronan sont organisés et ils les ont rejoints dans la réserve avec des bois, des fusils. Et donc, surpris, les 15 éléments qui étaient partis étaient impuissants devant la population. Un véhicule calciné, un autre saccagé, une trentaine de motos calcinées ou emportées. Le bilan matériel est lourd. Le bilan humain vient traduire de la violence subie par les agents de l'OIPR dans l'exercice de leurs fonctions.
4 blessés, dont un dans un état critique. La première responsable de l'OIPR de Katiola s'en sort avec le crâne fendu. Le Toubib aura fait 4 points de suture. C'est surprenant parce qu'il n'y a rien eu de différent à nos missions que nous faisions avant. Et donc, moi, par exemple, j'ai été blessé à la tête parce que en allant me chercher une cachette, j'ai dû heurter un bois au genou et je suis tombé. Ils se sont rués sur moi, ils étaient 3 ou 4. Et avec les goudins, c'est sur ma tête qu'ils ont commencé à taper. Donc j'ai dû utiliser les dernières forces qui me restaient pour me relever et les affronter. Le chef à canton de Fronan joue la carte de l'apaisement. Je demande à la population de quitter au moment où je vous parle. Je ne veux même pas qu'il y ait même une mouche à la réserve. La réserve appartient à l'État. Les autorités judiciaires ont ouvert une enquête pour situer les responsabilités. En attendant, ces services ne pourront pas mener à bien leur mission, celle de veiller sur la protection de la faune et de la flore. Et s'est tenu récemment à Abidjan le 3e congrès scientifique de la CIPAM, la Société ivoirienne de parasitologie et de mycologie. Cette rencontre réunit plusieurs participants composés d'enseignants-chercheurs nationaux et internationaux. L'objectif est d'offrir un cadre d'échange et de réflexion entre les enseignants-chercheurs afin de renforcer leur capacité sur la prise en charge de ces maladies. Reportage Marcel Alla, le commentaire est dit par Grace Kando. Les parasitoses constituent l'ensemble des maladies engendrées par les parasites et les mycoses sont des maladies liées aux champignons telles que les teignes, les dartres et les pieds d'athlète. Ces pathologies font partie des maladies tropicales négligées qui ne bénéficient pas de ressources adéquates pour la prise en charge des patients. Les maladies tropicales négligées ont très peu de moyens financiers en termes d'allocation. Si bien que les activités de recherche sont difficilement exécutées dans les différents laboratoires parce que nous avons besoin de réactifs et d'équipements pour pouvoir mener nos recherches. Il est donc important que ces pathologies soient une priorité au niveau de nos différents États pour arriver à cette élimination des maladies tropicales négligées. Le 3e congrès de la Société ivoirienne de parasitologie et de mycologie est l'occasion pour les différents pays d'Afrique et d'Europe de partager leurs expériences et formuler des recommandations pour l'élimination des maladies tropicales négligées. Nous allons parler de ces thèmes environnement et verre. Ensuite, nous allons parler également de environnement et eau, ou si vous voulez, nourriture. Tout ce que nous mangeons peut être à l'origine de contamination de beaucoup de maladies, soit par l'eau, soit par les aliments contaminés. Donc nous allons évoquer tous ces thèmes. Nous avons identifié des souches de candidats qui avant n'étaient pas du tout identifiées en diagnostic de routine au Sénégal. Donc nous avons utilisé des techniques nouvelles que sont la spectrométrie de masse pour identifier ces espèces qui ne sont pas nouvelles mais qui n'ont pas pu être identifiées auparavant par les méthodes classiques. Du contrôle à l'élimination des parasitoses tropicales négligées en Afrique, rôle de la recherche est le thème retenu pour ce 3e congrès de la Société ivoirienne de parasitologie et de mycologie. Un mot de culture pour refermer ce journal. Dominique Ouattara, un cœur en action. C'est le titre du film documentaire que vient de produire la FAA, la Fondation des artistes africains. L'œuvre souligne l'humanisme et retrace les actions sociales de la première dame de Côte d'Ivoire. Des témoignages de personnalités connues et personnes lambda constituent les grandes articulations de cette œuvre. L'objectif est d'immortaliser Dominique Ouattara à travers son amour du prochain. Serge Collier. Après Ado, un cœur qui parle en 2015, Aimon William, président de la Fondation des artistes africains, remet le couvert avec Dominique Ouattara, un cœur en action. Ce film documentaire de 26 minutes vient immortaliser les actions humanitaires de la première dame de Côte d'Ivoire depuis la création de la Fondation Children of Africa en 1998. 26 minutes de témoignages et de faits marquants retracés au cours de cette conférence à l'attention des journalistes de la presse nationale et internationale. L'objectif à travers ce film documentaire, c'est de montrer aux yeux de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde entier cette générosité qui la caractérise. Vous savez, aujourd'hui, le monde traverse des difficultés. Il faut que ceux qui en ont
ouvre les mains à ceux qui n'ont pas. Cela crée la joie, cela crée même moins de conflits, cela crée l'unité. En plus d'être diffusé sur la RTI et les chaînes de télévision africaines, Dominique Ouattara, un cœur en action, sera tiré en 20 000 exemplaires. Objectif, distribuer gratuitement aux populations ivoiriennes et aux représentations diplomatiques afin que ces témoignages soient suffisamment partagés. L'initiative de la Fondation des artistes africains est saluée par les mécènes culturels. C'est du vécu. C'est du vécu, c'est la politique, elle mène des actions, mais elle recherche quoi? C'est parce que son cœur est bon qu'elle fait ça, c'est tout. Tout le monde a de l'argent, tout le monde, des gens ont de l'argent, mais enlever pour donner à quelqu'un, comme elle le fait, c'est vraiment rare. Projeté en avant-première le vendredi 24 novembre, Dominique Ouattara, un cœur en action, sera présenté officiellement le 11 décembre prochain. L'œuvre se décline en 2 versions, une de 26 minutes pour la télévision et une autre de 52 minutes pour les projections en salle. Fin de ce journal. Retrouvez Maïsako demain à 23 h. Bonne soirée sur notre chaîne.